Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mardi 4 juillet. Et oui, bonne fête des États-Unis en pensant s'il y en a qui la célèbrent. Mais, oui, c'est 4 juillet, jour sombre, pourquoi? Mais c'est la dernière de la saison, hein? Toute bonne chose a une fin, partiellement, bien évidemment. Mais on revient la saison prochaine, mais c'est la dernière de NDS. On espère que vous avez aimé la saison. On va pleurer à la fin du show, pas au début quand même. Aujourd'hui, comme la routine, gros show. On reçoit une autre que Maxime Cyr, Andy Saucier et Henri Babin avec nous aujourd'hui à l'émission. Retour sur le repêchage du Canadien et de la Ligue nationale. On fait aussi un retour sur les agents libres. On sait qu'au moment qu'on l'enregistre, on est le 3 juillet. Ça fait 2 jours que la shop est ouverte. On le sait. Mais les grosses signatures ont pas mal été faites, à part Vladimir Tarasenko et Patrick Kane. Plus beaucoup de gros noms est sur le marché. Donc, on a décidé de faire notre top 5 des meilleurs et des pires signatures pour l'instant. On va rejouer aussi au mini-jeu, dont les questions du but. Et un jeu qu'Andy nous a concocté, dans lequel on doit deviner un joueur selon son parcours dans sa carrière. Mais avant, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, à s'appuyer sur la petite cloche si jamais ce contenu vous adorez ce contenu. N'oubliez pas aussi le petit commentaire et un petit like pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, allons voir ce qui se passe sur le alacoupe.ca pour la dernière fois de la saison. Le site continuera à rouler, bien évidemment. Alors, dans les dernières nouvelles, Anto Cyr qui relate Anthony Duclair qui s'est fait échanger. Max, on va lui demander son avis là-dessus tantôt. Gabriel Saint-Pierre qui nous a fait un article d'Halifax à Drummondville pour Sylvain Favreau. Phil Sens qui nous fait une révision sur le repêchage des sénateurs d'Ottawa. Gabriel Saint-Pierre qui fait la nomination de Benoît Desrosiers à son poste des Olympiques de Gatineau. Yves Lantier qui nous fait un mini-texte sur la prolongation de contrat de Raphaël Harvey-Pinard. Et mon texte, les 12 travaux de Kate News, qui tirent eux autres aussi à sa fin. La partie 4 et finale est maintenant sortie. Ça a pris énormément de temps à écrire cet article-là. J'espère que vous avez aimé la lecture. Maintenant, je tiens à accueillir parmi nous mes invités pour ce dernier épisode de la saison. Tout d'abord, Henri Babin qui vient avec nous. Henri de NDS, comment ça va, mon homme? Ça va très, très bien. Ça va très bien. Un peu déçu d'arriver déjà à la fin? C'est sûr, mais je pense qu'on va finir sur une bonne note. Ça a l'air d'être un bon show qui va se présenter ce soir. Puis surtout très content d'avoir fait cette année-là avec vous autres. C'est très le fun. Déjà hâte que ça recommence. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis c'est une très bonne note comme Fantilli qui arrive à Columbus, bien évidemment. Toi qui es bien heureux de cette comparaison. On va accueillir aussi le plus grand fan des Panthers au Québec et qui est le seul probablement, Maxime Cyr, qui est avec nous. Comment ça va, Max? Ça va bien, merci vous aussi, boys. Ben oui, hein, Max, on était chez Andy en fin de semaine, on a réussi à se voir. Sans trop te stouler, est-ce que tes Panthers apparaissent dans ton top 5 des pires ou meilleurs dans ton classement? Non, mais j'ai un petit... peut-être petite mention honorable ou déshonorable, on va voir. OK. En temps et lieu, ouais. OK, maintenant, j'accueille aussi le plus grand fan de Philippe Maillet avec nous. Maillet Power! Comment ça va, Andy? Ça va super bien, vous autres. Ben oui, là, Andy, c'est quand tu te fais ton chandail de Philippe Maillet? Il est en arrière, là, tu le vois, là, le chandail. Je l'ai déjà. Il est venu en personne. OK. C'est ça, c'est moi qui ai fait signer son contrat. OK. Bon, messieurs, on va aller directement dans le repêchage de Ligue nationale. Soirée mouvementée, peu importe l'équipe, que ce soit les Blue Jackets d'Henri et de Sam, qu'on salue bien évidemment, les Canadiens de moi et Andy, et la Panthère n'avait pas de choix de premier tour, effectivement. La Panthère qui a sélectionné au deuxième tour. Mais messieurs, je pense qu'il y a une chose qui a notamment retenu l'attention, et c'est la sélection de David Reinbacher avec les Canadiens de Montréal. Déjà là, je vais vous poser des questions sur le hate, mais avant, vous en pensez quoi de cette sélection-là de la part des Canadiens? Andy commence. All right. Ça m'a pris un peu de temps, quelques minutes, quelques heures pour diminuer un peu ma colère parce que j'avais
beaucoup hâte que le Canadien repêche Matvei Michkov, un peu comme beaucoup de personnes. Matvei Michkov, j'avais l'impression que c'était le joueur qui pouvait relancer l'attaque du Canadien. Ça fait des années et des années qu'on dit que le Canadien manque de scoreurs. Là, tu en avais un scoreur pur sur un plateau d'argent, puis tu l'as pas pris. Fait que là-dessus, j'avais eu un peu de difficulté. Mais ça s'est apaisé. Puis après ça, ben David Reinbacher, c'est un gros défenseur droitier, mobile, qui peut devenir un shutdown def. Puis comme j'ai dit, un défenseur droitier, c'est assez rare. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Les spécialistes et les recruteurs, eux, sont contents de David Reinbacher. Fait qu'on se met derrière Kent Hughes puis on espère que ça marche. Henri, toi, t'en penses quoi de cette sélection? Ben, je pense pas qu'il a été choisi 5e overall pour rien. Je pense qu'il y a une raison pourquoi il est là. Il y a des recruteurs, des dépisteurs qui ont trouvé que c'était sa place et que c'était le meilleur choix à faire. Fait qu'honnêtement, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut avoir un choix qui turn out à être la face de sa franchise. Je pense pas que Reinbacher va se développer comme une face de franchise non plus, mais je pense qu'il va ajouter de très bons atouts aux Canadiens. Puis honnêtement, je lui souhaite le meilleur développement possible avec l'équipe. Puis toi, Max, t'en as pensé quoi de cette sélection et de la performance de Carey Price en cette sélection au micro? Non, ça va rester dans les annales du sport à tout jamais. Moment cocasse duquel on s'est délecté pendant tout notre week-end ensemble. Mais blague à part, c'était un draft tellement profond. C'est un draft avec tellement de bons joueurs, de bons choix potentiels. Puis, aux yeux de plusieurs, Reinbacher, c'est un des, sinon le meilleur défenseur qui était disponible à ce repêchage-là. Fait que, pour vrai, je me joins un peu à Henri là-dessus. Selon moi, c'est vraiment comme s'il a été pris là, c'est qu'il y a une raison. Puis la majorité des équipes qui gagnent la Coupe Stanley éventuellement ont bâti par la défensive. Puis je pense que c'est pas un mauvais choix. Je pense juste que le hype autour de Matvei Michkov était hyper haut, que les gens le voyaient déjà avec un chandail du Canadien s'il n'était pas sélectionné à ce rang-là. Puis c'est beaucoup plus une surprise qu'une déception. C'est juste que là, on va en parler probablement un peu après, mais là, après ça, il y a eu une grosse dérape là, par rapport à ça qui fait aucun sens à mon avis. Mais bon, je crois que c'est quand même un bon choix overall. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment il va se développer. Puis s'il peut bien se développer, puis excusez l'expression, mais faire fermer la gueule des gens qui l'ont intimidé et tout ça via les réseaux sociaux, je serais vraiment satisfait pour lui. Je serais très satisfait. Puis Henri, avant d'aller dans le hate, il y a eu d'autres choses qui ont fait surface, dont l'offre des Predators de Nashville. On connaît le manque de profondeur, avant le repêchage évidemment, du Canadien devant le filet. Il y a eu une offre de Barry Trotz qui a été le choix 15-24 et Yaroslav Askarov. Plusieurs fans étaient plus déçus que le Canadien ait refusé cet échange que de la non-sélection de Matvei Michkov. T'en as pensé quoi de cette offre-là des Predators? Ben, honnêtement, je me souviens pas exactement qui a été choisi au 15 et au 24e rang, là, mais dans un draft comme on a eu cette année, plus le potentiel qu'Askarov peut apporter à l'équipe, moi, j'aurais réfléchi énormément. Je sais pas combien de temps, combien de questions. Peut-être ça a joué vraiment, vraiment sec sur la décision d'un oui ou un non. Je sais pas. Là. En tout cas, moi, personnellement, je sais pas si ça a été un non clair ou un non très douteux de la part du camp du Canadien. Mais personnellement, je pense que c'est de quoi que j'aurais peut-être essayé, surtout en repêchant Reinbacher. Peut-être que j'aurais dit oui. Dans ce cas-là, on ajoute beaucoup d'éléments, peut-être 2 très bons éléments futurs. Et en plus de ça, un gardien qui est au niveau des prospects gardiens dans la Ligue nationale, là, je pense que c'est un top 5 minimum là, dans ce moment qui appartient aux équipes. Fait que c'est sûr que je pense que ça aurait été une très, très bonne valeur qu'on aurait eu pour le choix numéro 5. Puis Max, avec cette offre de transaction-là, Kent Hughes, ben, sans surprise, a dit non parce qu'il a sélectionné 5e. D'après toi, qu'est-ce qui lui a fait dire non? Ben, un choix top 5 comme ça dans un draft, ça vaut quand même son pesant d'or, surtout dans un draft comme ça. Puis tu sais, on le dit et on n'arrête pas de le dire, c'est un des drafts les plus profonds des dernières années, du moins pour la première ronde. Puis ben, j'aurais tendance à dire peut-être, mettons, top 15 environ. Je suis allé voir vite, ils ont sélectionné Matthew Wood puis Tanner Molendick, les Predators à ce moment-là. Il y avait encore quand même d'autres bons joueurs de disponibles, là, mais
Je vois ça un peu comme plus la valeur du choix numéro 5 en soi. Puis ça montre à quelque part que Kent Hughes voulait vraiment avoir David Reinbacher parce que sincèrement, Yaroslav Askarov, moi j'adore ce gardien de but-là, puis je vois en lui un potentiel épouvantable. Pekarine était là avant, puis j'adore Pekarine, ça a toujours été un de mes gardiens de but préférés. Puis Yaroslav Askarov, c'est un peu le même type de gardien, c'est un gardien spectaculaire, mais avec une grosse stature. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je vois que ça a été refusé, c'est peut-être juste à cause que justement, Kent Hughes avait vraiment l'œil sur ce joueur-là parce que il a vraiment pas bronché de tout. On avait commencé à parler il n'y a pas si longtemps que c'était un choix possible. Les gens se demandaient d'où ça sort. Évidemment, si Michkov est disponible, il va prendre Michkov. Finalement, non. Fait que moi, je pense qu'il croit vraiment en son choix. Puis s'il croit vraiment en son choix, il faut y faire confiance. Puis après ça, le reste, ça va être vraiment une question de développement, je pense. Puis, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il y a des nouvelles qui ont sorti. Martin Lapointe est passé en entrevue, des affaires comme ça. Puis, ça a sorti que le Canadien était déjà clair dans sa décision depuis Noël que David Reinbacher était un joueur qui les intéressait énormément. Même dans le fameux War Room, qu'on peut appeler ça, quand les dépisteurs font des débats pour savoir qui prendre au poste de sélection qu'on a reçu. Tous les recruteurs étaient unanimes pour la sélection de Reinbacher. Personne s'est obstiné. Kent Hughes, il l'a dit lui-même, il a dit si on avait juste un seul recruteur qui pensait qu'un autre joueur était meilleur, on l'aurait écouté, puis on aurait eu un débat, mais il a dit tout le monde voulait Reinbacher. Andy, pour toi, ça veut dire quoi, ça? Quand tous tes recruteurs veulent un seul joueur, il n'y a même pas, de débat, rien. Ça dit quoi pour toi, ça? Ben, tu sais quoi, moi, ça me rassure. C'est une info que je n'avais pas vue. Puis je trouve ça très rassurant. Surtout que des fois, tu vois des gars monter beaucoup au repêchage et dans les listes de draft de recruteurs avec un seul tournoi. On l'a vu avec un Jesperi Kotkaniemi, par exemple. Fait que David Reinbacher, honnêtement, ça me rassure. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir. Puis tu sais, j'ai vu aussi des choses que comme dans un draft normal avec beaucoup, beaucoup moins de profondeur que ça, s'il aurait sorti dans le top 3, je pense que ça prouve beaucoup de choses aussi. Puis, tu sais, je pense que Kent Hughes et Jeff Gorton n'ont pas peur de faire des gestes audacieux. Tu sais, ils ont pris David Reinbacher, c'est lui qui voulait. Puis, il ne faut pas oublier l'année passée, ils ont pris Juraj Slafkovský quand tout le monde voulait Shane Wright. Ils ont dit non, on n'ira pas avec ce que les autres disent, on va avec notre liste. C'est Slafkovský le meilleur joueur pour nous. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir, mais le pari est lancé. Fait que ça va être le fun à voir. Puis, Henri, on se souvient du fait que Matvei Michkov, il y a eu beaucoup de drapeaux rouges qui sont sortis dans peut-être 2-3 dernières semaines avant le repêchage, dont un des derniers étant qu'il était ultra sélectif dans où ce qu'il voulait aller jouer. Donc là, on a vu que son sort s'est joué sur les Flyers de Philadelphie, que je trouve quand même un choix assez intriguant de la part de Matvei Michkov. Mais on dirait que la non-sélection du Russe a fait oublier tous ces drapeaux rouges-là aux partisans canadiens qui sont juste en colère. Est-ce que pour toi, les drapeaux rouges peuvent avoir joué dans la décision de Kent Hughes? Certainement. Puis honnêtement, je pense que si je me mettais en petit fan du Canadien en moi là-dedans, j'avais quasiment pas envie qu'un tueur de chambre comme ça se ramasse en pollué. Ce qu'on peut avoir comment. On se souvient qu'il y a eu. J'ai quand même beaucoup d'admiration pour Piquet Subban, qui a eu une bonne carrière avec le Canadien, un bon passage, mais on sait que des fois, ça l'accrochait un peu dans le vestiaire. Puis en quoi ça se résume? Ben, c'est lui qui a été échangé. Est-ce qu'on aurait voulu avoir un même scénario avec Michkov, ou est-ce qu'il aurait voulu peut-être faire une petite vedette de sa personnalité? Ça n'aurait pas marché avec certains joueurs plus vétérans, plus déjà établis. Il y aurait eu un clash, puis là, on est obligé de l'échanger. On a l'air un peu fou d'échanger un choix qu'on a tant débattu, qu'on a laissé d'autres gars de côté pour lui, pour tout d'un coup l'échanger après. Et c'est pas comme ça que c'est censé se passer quand on repêche un joueur, c'est pas pour l'échanger, mais c'est pour le garder et pour faire de lui un joueur de la franchise. Fait qu'honnêtement, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose que le Canadien ait passé par-dessus. Oui, niveau talent, ça peut être difficile à digérer, je suis très d'accord, mais je pense qu'un caractère comme lui, c'est un peu un move à la Shane Wright. Il a très peu été repêché premier l'année passée par le Canadien. C'était un petit peu plus débattable au niveau du repêchage qu'au courant de l'année.
mais son caractère, puis le petit regard que, bon, on ne saura jamais c'était véritablement pour le Canadien, là, mais ça prouve le genre de caractère du joueur, puis ça prouve aussi une certaine personnalité future. Bon, ils sont très jeunes, peuvent maturer, je suis très conscient, sauf qu'il y a un début de caractère, puis juste comparé à une personnalité comme Connor Bedard, qui est humble, comme ça se peut pas, puis des fois trop pour le talent qu'il a, là, c'est ce genre de grosse différence-là qui prouve que un joueur peut t'apporter non seulement sur la glace, mais dans une chambre aussi, puis avec l'entente d'équipe. Moi, je suis quand même d'accord d'avoir passé sur Matvei Michkov pour ces drapeaux-là. Puis, faut pas oublier qu'il y aurait une rumeur qui est sortie comme quoi je pense que c'est The Athletic qui aurait accosté un recruteur du Canadien qui n'a pas été nommé, évidemment, les recruteurs et toutes les autres personnes qui donnent des informations comme ça dans l'anonymat. Va préciser qu'une des raisons pourquoi Michkov n'a pas été sélectionné, c'est par peur qu'il ne fit pas dans la culture de l'équipe, entre autres. Donc, ça rajoute un peu plus au drapeau rouge, probablement, qui sont apparus dans le cas de Matvei Michkov. Parlant de drapeau rouge, ceux-là sont très décevants. Max, on parle des partisans. La réaction des partisans sur David Reinbacher. T'en penses quoi de ça? Parce que moi, je trouve ça désolant. Ouais, c'est désolant. Puis, on vit dans un monde où c'est facile d'atteindre les gens là, avec les médias sociaux, les réseaux sociaux et tout ça. On peut écrire n'importe quoi à n'importe qui sans soucier nécessairement des conséquences. On parle d'un jeune de 18 ans qui vient d'être drafté. Ouais. Moi, mon point dans cette histoire-là, puis je vous en ai fait part un peu en fin de semaine, mais c'est pas de sa faute s'il a été drafté. Au contraire, là, je veux dire, c'est à cause de son jeu puis tout ça. Puis, ouais. Les gens qui vont faire ce genre de move-là, je ne considère pas ça comme des fans représentatifs d'une fanbase, peu importe l'endroit. Puis, en vrai, je ne peux même pas considérer ça comme des fans de hockey en général parce que c'est une culture de toxicité, puis c'est une culture toxique. Puis, quel message t'envoies aux jeunes joueurs qui s'en viennent jouer dans ta ville? Montréal, c'est un marché énorme, c'est un marché historique, c'est un original, un 6 original, aux yeux de plusieurs, c'est la ville de hockey. Quand tu penses au hockey, au succès, tu penses aux Canadiens de Montréal, tu penses à l'histoire. Puis, de voir des gens comme ça accoster une recrue, ça ne donne pas envie aux autres d'aller jouer là first. Ça ne donne pas envie aux gens d'aller signer là. On a vu avec Jonathan Drouin aussi des histoires à dormir debout. Là, puis ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que moi, je ne suis pas nécessairement un fan des Canadiens de Montréal en général, mais un fan comme ça ne représente pas les fans au complet. Puis, la majorité des fans étaient peut-être déçus, oui, comme Andy un peu le disait, parce que c'était comme vraiment surprenant, parce que on parle d'un gars talentueux qui n'a pas été sélectionné. Mais après ça, avec du recul, on se rend compte que il y a peut-être une raison. On vit sur l'émotion beaucoup. Là, OK, c'est ça. Puis toutes les. J'étais fâché quand les Panthers sont fait sortir par Vegas en finale de la Coupe Stanley, mais maintenant on décroche. Je veux dire, ça fait partie de la game. Puis je pense vraiment que il ne faut vraiment pas que les gens pensent que ces gens-là sont représentatifs des vrais fans du Canadien de Montréal, de ceux qui vont remplir le Centre Bell cette année, de ceux qui vont payer leur billet de saison, de ceux qui vont écouter les matchs avec intérêt. Puis je pense juste que c'est vraiment désolant de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des gestes comme ça qui sont posés. Puis c'est encore plus facile à cause des médias sociaux, justement. Puis je pense malheureusement pas que ça va aller en s'améliorant au fil du temps parce que des caves, il va toujours en avoir. Ils vont toujours avoir accès à un ordinateur parce que malheureusement, ça ne prend pas de cours pour avoir un ordi chez vous. Et encore moins pour aller sur les médias sociaux. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. C'est désolant, mais je veux vraiment que David Reinbacher leur fasse fermer le gueule. J'espère tellement qu'il va bien se développer. Rien que pour ça. Toi, Andy, t'en penses quoi de ça? C'est désolant. C'est désolant. Maxime a vraiment beaucoup dit. Il y a eu beaucoup de fans qui étaient déçus, peut-être un peu fâchés comme moi je l'ai été. Honnêtement, on l'a vu dans le live du repêchage, j'ai garoché ma casquette. Je n'en revenais pas à quel point tu pouvais passer à côté d'un talent générationnel, mais avec le recul, puis tu te calmes un petit peu. Comme Max a dit, c'est beaucoup d'émotions. Mais il y a une raison pourquoi il a été drafté. Mais même si tu es fâché après un joueur, même si
même s'il y a quelque chose que tu comprends pas par rapport au hockey, pourquoi aller lui écrire puis lui souhaiter la mort quand il a juste. Tu sais, le gars, il a juste été drafté, il a 18 ans. C'est ça, il a juste 18 ans aussi. Là. Puis, tu sais, Max en a parlé aussi là, de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, il a passé à travers des choses difficiles. Tu sais, c'est la dépression et tout ça. Puis le monde sur les réseaux sociaux le traitait de faible, le traitait de petit pleurnichard, puis des choses comme ça. Ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment pas rapport. Puis, tu sais, on l'a vu, si je ne me trompe pas, c'est hier avant hier, il y a une partisane qui a été voir David Reinbacher. Puis, tu sais, Reinbacher avait dit dans une entrevue que oui, il avait eu vent de tout ça, il avait trouvé ça très plate, mais tu sais, c'est ça qui est ça. Puis, il y a une partisane qui a été le voir avec un livre, avec tous des commentaires positifs par rapport à David Reinbacher. Puis, la partisane y a donné, c'est un geste qui représente vraiment bien la culture que le Canadien de Montréal veut, puis que le partisan normal est. Mais souvent, les haters parlent trop fort, puis c'est eux qu'on écoute. Mais c'est désolant. C'est désolant pour David, puis j'espère aussi qu'il va devenir très, très bon. Puis Henri, vas-y, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Ben moi, j'ai un mot qui caractérise un peu l'ensemble de la fanbase du Canadien, puis c'est la passion. Puis la passion, ça peut être bon, comme des fois, ça peut être trop. Puis trop de passion, je pense, c'est un peu ce qu'on a vu avec l'événement qui s'est passé. Mm-hmm. C'est pas des gens c'est pas des gens méchants, c'est des gens qui ont des collègues de travail, c'est des amis des fois, c'est juste trop de passion, trop d'émotions en même temps. Ça se laisse aller un peu trop parce que c'est facile de dire ça quand t'es pas devant de personne. Quand t'as plein de monde, des fois que tu vois qui pensent comme toi parce que les autres aussi, ils sont pas devant la personne. Puis je trouve juste ça dommage que de ce que j'ai vu, c'est juste chez le Canadien que ça s'est arrivé. Parce que je pense pas qu'on peut douter une seule seconde de la passion et de l'énergie que cette fanbase-là met dans leur équipe. Je pense pas que j'ai déjà vu une fanbase aussi présente juste pour le match de la Saint-Jean Playoff 2021. C'était... Wow. T'en as parlé, mais les frissons... Il n'y a pas une équipe. J'adore mon équipe, mais jamais on se rendra là. Je pense qu'on a une très bonne fanbase, mais jamais on se rendra à cette passion-là que les gens du Canadien ont. Puis c'est juste triste que des fois, ça a des très bons pots, comme ça peut avoir des contre. Puis on a vu un contre avec ce qui s'est passé avec David. Puis honnêtement, j'espère que ça a servi de leçon aussi aux gens qu'on s'est dit c'est vraiment pas le fun. On a de la cave dans la Ligue nationale auprès de tout le monde parce qu'on est les seuls qui s'en vont insulter notre nouveau prospect top 5. Fait que j'espère juste que ces gens-là ont réalisé que c'est pas cool. Puis que c'est pas comme ça qu'on accueille un joueur d'une bonne façon. Non, puis les gars, je vous rejoins tout là-dessus. Moi, je vais y aller avec mes mots crus. C'est une situation complètement dégueulasse. Ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Oui, tu peux être passionné, je suis complètement d'accord avec ça. Mais le fait que tu vas ruiner la plus belle journée de sa vie, probablement, du moins pour l'instant, avec sa sélection au repêchage, le fait que des partisans quittent le Bridgestone Arena, le fait que Reinbacher se fait huer, des gens qui disent « il avait de l'air d'être vraiment pas heureux de se faire sélectionner par le Canadien », c'est ce qui se faisait huer. Pendant sa sélection, ce qui est totalement désastreux, sans compter tous les commentaires de menaces, de morts, d'insultes, qu'un gars de 18 ans, le gars, il a reçu, de la manière que je dis, c'est pas qu'un gars de 35 ans a le droit d'en recevoir puis pas à 18, ça se fait juste pas, mais c'est un kid, c'est encore un kid, il a même pas le droit de boire aux États-Unis, là. Tu sais, c'est encore un kid, le gars a un traitement de marde. Puis, en plus, c'est tout le temps par une minorité de gens. C'est tout le temps la minorité qui fait ressortir. Puis, ça fait en sorte que tous les fans du Canadien, on passe pour, excusez-moi l'expression, mais des trous de cul. On passe littéralement pour ça. C'est dommage parce que ça fait en sorte que les fafans du Canadien prennent le contrôle. Puis, les gens pensent que les fans du Canadien, c'est tous des fans de même qui sont pas contents juste parce que c'est pas Michkov. Puis, moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je crois en David Reinbacher. Je crois en Kent Hughes. Des gens qui ont dit que Kent Hughes devrait repasser à ce qu'il a fait ou sinon que le job de Kent Hughes devrait être remis en jeu. Vous allez être les premiers qu'à sa prochaine transaction, vous allez dire qu'il a fait un gros move.
vous allez être les premiers. Fait que, déjà là, enlevez ça de vos têtes. Kent Hughes a fait ce qu'il croit être le meilleur pour l'équipe en sélectionnant David Rembacher. Vous avez eu votre moment. Vous avez dépassé les bornes en allant dans l'intimité du joueur. Vous pouvez chialer entre vos amis tout, mais jamais aller intimider quelqu'un qui s'est fait sélectionner au repêchage ou autre. Juste faites pas ça. Scrapez pas la vie des gens. C'est vraiment pas le fun. Puis on salue les partisanes qui ont fait ce livre-là pour David Rembacher. David, même si je n'ai pas fait partie de ce groupe de méchantes personnes-là, de la part des partisans du Canadien, on s'excuse et on espère qu'il se passera une belle carrière à Montréal. Sur ce, Henri, Adam Fantilli, je vais te donner un court instant de gloire là-dessus. Parle-nous de ta joie, probablement, suite à la sélection de l'Américain, du joueur des rangs américains. Ben, je n'étais pas très stressé au repêchage parce que peu importe qui on allait sélectionner, je savais que ça allait être un très bon joueur. J'étais peut-être stressé un peu parce que personnellement, je sentais que Will Smith, c'était moins un fit dans notre équipe, niveau grosseur du joueur par rapport à nos besoins. Mais je savais qu'il était rempli de talent et que si c'est lui qu'on allait choisir, ben écoute, ça allait être ça qui allait se passer. Mais j'ai été étonné de voir Carlson sortir deuxième parce que honnêtement, je pensais que c'est avec lui qu'on allait finir parce que j'étais quand même persuadé que malgré le doute qu'on avait à la dernière minute, que Fantilli allait quand même aller à Anaheim. Mais quand Carlson est sorti, j'étais très excité. Quand Fantilli est sorti à Columbus, j'étais encore plus surexcité parce que c'est très, très le fun. Le joueur, je sais pas si vous avez vu vite ce qu'il disait comme entrevue, mais c'est un gars qui vient de là, quand même proche. Ontario, Columbus, c'est pas trop loin. Et en descendant de Michigan, qui est peut-être je veux pas trop y aller dans des inconnus, mais peut-être 3-4 heures de route, admettons, de Columbus, ben c'est peut-être un peu plus, mais en tout cas, proche pas mal. Là. Il est proche de ce qu'il était, c'est ça qu'il voulait, puis il disait qu'il était très content, puis c'est même une équipe que je pense qu'il souhaitait aller, ce qu'il dit dans son entrevue avant, puis ça, c'est le fun, parce que personnellement, on n'a pas eu ce sentiment-là dans les dernières années, là, avec le départ de Panarin, Bobrovsky en même temps. Panarin, c'était sa femme qui était model, fait qu'elle voulait aller à New York. Bobrovsky, je pense juste que c'était le système qui fitait moins, qui voulait aller plus dans où il faisait chaud, mettons. Puis c'était comme plein de petites affaires de même où on sentait qu'on draftait bien, on produisait une belle qualité de joueur, mais on perdait tout le temps tout le monde quand ça arrivait vers leur prime. Puis c'est difficile de bâtir une équipe aspirante aux séries dans ce cas-là. Mais là, c'est le fun. Avec l'arrivée de Gaudreau, je pense que les vents ont un peu changé. J'ai toujours été très d'accord pour vanter Columbus comme une super ville pour bâtir une famille. Honnêtement, c'est parfait. Pas une grosse pression médiatique. Très tranquille. On a des très belles banlieues. Sauf que c'est difficile pour un joueur, des fois, de 22-23 ans, de se comparer Chicago-New York à Columbus. Columbus passe par-dessus la tête en soufflet. Mais c'est comme difficile de vanter la ville, mais je pense qu'on a une très belle organisation aussi avec John Davidson comme directeur des opérations hockey, Rick Nash comme assistant DG. Les gars, ils savent parler aux joueurs aussi. Puis Damon Severson, pour faire court, c'est ça qui parlait aussi. Il disait Rick Nash, je pense que c'est lui qui m'a le plus convaincu. Il avait joué équipe Canada avec lui, je pense au championnat du monde une couple d'années. Et c'est ces genres d'influences-là qui sont très bonnes à l'équipe. Adam Fantilli se sentait plus qu'accueilli à Columbus. Je regarde vite, c'est le camp des développements en ce moment pour les recrues. Et ça se passe super bien. C'est un joueur qui a l'air très proche du public. Là. Il signe tout le temps des autographes, tout le temps un sourire aux lèvres, il s'amuse. Il a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Puis honnêtement, il a signé son contrat d'entrée. Fait qu'on s'attend à ce qu'il joue Ligue américaine ou Ligue nationale. Je pense plus qu'on s'attend à ce qu'il joue Ligue nationale au début de l'année. On a quand même beaucoup de place sur la ligne de centre pour quelqu'un qui peut se développer rapidement. Fait que, honnêtement, tout va bien, tout va très très bien. Puis un bon repêchage en l'ensemble aussi avec son coéquipier Bradley au début du deuxième tour, que Germo, le DG, s'attendait à voir partir au premier tour. On a essayé de monter, on a essayé d'aller fin premier tour pour aller le chercher. Finalement, il nous a descendu des bras au début deuxième. Fait que meilleure situation possible. Pinelli aussi au quatrième tour qui était censé être dans les deuxièmes rondes environ. Sinon, Tyler Peddle, dernier choix overall, on a été échanger le choix pour aller le chercher. C'était une très belle histoire. Il y avait 12 membres de sa famille là-bas au Bridgestone Arena. C'était le dernier choix du repêchage. Mr. Irrelevant. Irrelevant, c'est ça qu'on l'appelle au football.
Puis c'est ça. Fait que c'était un très, très, très bon draft dans l'ensemble. Je suis très content. In Jarmo we trust, comme on dit de notre bord. Puis c'est ça. Je suis très, très, très content du draft. Honnêtement, j'ai rien à dire contre ça. Bon, parfait. Fait que, messieurs, le volet repêchage peut maintenant être fermé. Et maintenant, allons dans le volet agent libre. Agent libre qui a commencé, si je me souviens bien, ce samedi. Ouais. Ça brasse dans la Ligue nationale, même si il y a des gros noms qui sont encore sur le marché, comme j'ai dit dans l'intro, que ce soit Patrick Kane et Vladimir Tarasenko, entre autres. Je vous ai demandé de faire votre top 5 des meilleures et des pires signatures pour aujourd'hui. Messieurs, est-ce qu'on commence par le pire ou par le meilleur? On devrait y aller par le pire, si ça serait. Ouais. Est-ce qu'on fait ton 5e pire, 5e meilleur, 4e pire, 4e meilleur, ou on fait chacun au complet? Non, on fait les 5 pires selon moi, puis après ça, on fait les 5 meilleurs pour finir sur une belle. Donc, au numéro 5, messieurs, Andy, je vais commencer par toi. Qui as-tu dans ton 5e pire signature des agents? Moi, j'ai Alex Killorn. OK. Qui a signé 4 ans avec les Ducks à 6,250 millions. Selon moi, c'est beaucoup trop, là. Je comprends l'énergie du gars, je comprends qu'est-ce qu'il peut emmener dans la chambre, je comprends tout ça, mais son contrat va arriver, il va avoir 37 ans. Pour moi, le risque pour Alex Killorn est peut-être un peu trop grand pour moi. Fait que c'est ça. Je l'ai mis 5e dans mes pires contrats. J'ai vu que ça vous a surpris. Je pense que j'ai pas fini de surprendre dans ce classement-là. J'ai hâte de voir. Henri, toi, à ton numéro 5. Mon numéro 5, c'est pas. Premièrement, j'ai une mention honorable à Justin Hall. 3 ans, 3,4 millions. Je sais juste pas ce que ce gars-là fait encore dans la Ligue nationale. Fait que, c'est pas mal ça. Mais pour mon 5e pire, c'est pas un long contrat qui, au long terme, va être pire. Je vois pas pourquoi le choix. C'est Jason Zucker, 1 an, 5,3 millions en Arizona. Je vois pas pourquoi il va aller perdre au moins. Bon, je sens que ça va être juste une demi-saison ou un 3/4 de saison, puis à date limite, ça va être bye-bye ailleurs. Là. Mais je vois pas pourquoi il va perdre son temps là-bas. Là. Au pire, il y en a que c'est des mercenaires, je peux comprendre, tu veux de l'argent, c'est correct, c'est ton choix. Sauf que personnellement, à son stade de carrière, j'aurais peut-être décidé d'aller me sécuriser une place dans une équipe qui aspire aux séries, peut-être faire un petit moins sur l'argent. Mais je suis pas mal certain qu'il va être retenu à 50%, date limite, transféré à quelque part pour pas grand-chose. Puis c'est ça. Je vois juste pas pourquoi il va perdre son temps dans une aréna de 5000 personnes pour moi à moitié de la saison. OK. Toi, Max? Moi, je suis allé 5e pire avec Ryan Reeves à Toronto pour 3 ans. Je trouve que c'est un contrat qui est beaucoup trop long pour un joueur comme Ryan Reeves qui est, on s'entend, en voie de disparition et même le dernier de son espèce là, dans la Ligue nationale. Je comprends le move d'un optique que tu veux pas que tes superstars se fassent brasser un peu et tout ça. Je trouve que quand même, je trouve que le contrat n'a pas nécessairement rapport, surtout, tu sais, là, je m'enfonce un peu dans d'autres choses, mais Toronto a signé énormément je vais dire, gros noms là, dans ceux qui étaient disponibles. On parle de Domi, on parle de Bertuzzi, entre autres, là, qui étaient disponibles. Tous des contrats d'1 an. Ça fait en sorte qu'il y a un des Big Six qui va devoir partir, selon moi. Là. Il y a beaucoup de rumeurs sur William Nylander qui va probablement quitter. Dans une optique comme ça, je vois pas pourquoi on signe Ryan Reeves pour 3 ans. Genre, Ryan Reeves, je crois qu'il finira pas son contrat à Toronto. Ils vont essayer de le shipper quelque part. Je vois pas Ryan Reeves finir dans la Ligue nationale constamment d'ici les 3 prochaines années. OK. Alors moi, messieurs, au numéro 5, ça va peut-être en étonner plusieurs, j'ai Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly au numéro 5. Pourquoi? Déjà là, c'est pas à cause du salaire. Alors, Ryan O'Reilly à 4,5 millions sous Nobel. On va tous s'entendre là-dessus. Mais l'affaire, c'est que je comprends pas le fit. Le fit à Nashville. Nashville est en train de sauter son équipe. C'est clair, on va en reconstruction. On a échangé Ryan Johansson. On rachète le contrat de Matt Duchesne. Mais, puis une reconstruction, ça veut dire on fait jouer nos jeunes. Ça, on s'entend là-dessus. Mais, tu vas chercher Ryan O'Reilly, un gars qui est supposé, je connais pas sa vraie façon de penser, mais un gars qui est supposé aller chercher une Coupe Stanley, qui veut aller chercher une autre Coupe Stanley, puis tu l'amènes avec toi. Oui, c'est bon pour tes jeunes, mais ça n'a pas rapport avec le fait que tu veux péter ton équipe
pour reconstruire comme il faut. Je trouve ça bizarre, l'affaire de Ryan O'Reilly à Nashville. Selon moi, il ne finira pas sa carrière là-bas. Selon moi, ça va être un échange. À ce montant-là, il se fait échanger. Mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre, Ryan O'Reilly à Nashville. Et maintenant, ça nous amène au numéro 4, Andy. Pour toi, t'as quoi? Ben moi, je vais suivre Henry avec Justin Hall. Ce gars-là, il joue avec une patate chaude, puis la patate chaude, il se la met dans le front, il ne sait pas quoi faire avec. C'est vraiment un des pires défenseurs que j'ai vu de toute ma vie. Fait que c'est ça. Justin Hall, mauvais contrat. Henry, dans ton cas? Radko Gudas, 3 ans, 4 millions à Anaheim. Je pense que Radko Gudas, c'est un peu un type de Gudbranson contrat, là, comme on a vu l'année passée à Columbus, un genre de rareté qu'il faut payer cher pour la rareté, puis je pense que c'est la seule raison pourquoi, mais je vois juste pas pourquoi Anaheim. C'est juste la seule question que je me pose. OK. Max, dans ton cas? Moi, Boston, Milan Lucic. Je comprends l'hommage, je comprends que le gars, c'est The Last Dance, si je peux utiliser ce terme-là, alors que c'est pas du tout Michael Jordan en termes de qualité de joueur. Mais ouais, Milan Lucic, c'est pas la durée, c'est pas le contrat, c'est juste le gars. Genre, tu sais, c'est assez, là. C'est assez Milan, là. Ben, you know what? Numéro 4, je te rejoins. Milan Lucic, assez inutile comme signature. On veut ramener les Bruins de 2011. Probablement, on ne sait pas avec Krejci et Bergeron ce qui va arriver. Mais rendu là, ramener Zdeno Chara de sa retraite aussi. Je trouve ça vraiment inutile comme signature. Puis en plus, c'est pas comme s'il y avait des vedettes à protéger. Les gars sont matures aussi. Je trouve ça juste bizarre. Oui, c'est le fun. Ton dernier tour de piste, c'est sûr que quand sa retraite après, selon moi. Dernier tour de piste, c'est bien le fun, mais on aurait pu s'en passer. Andy, toi, numéro 3. Ben, on va dire que je copie sur Henry, mais je vais aussi avec Radko Gudas. 3 ans, 4 millions avec les Ducks. Je trouve ça cher à payer pour encore le vieux style de défenseur enforcer un peu. 4 millions, moi, je trouve ça très cher. Fait que c'est ça. C'est mon numéro 3. Henry, dans ton cas? Moi, c'est un peu un package deal parce que je sais pas si ça compte trop, là, mais il était agent sans restriction si on ne signait pas du côté de Chicago, mais c'est le Perry Foligno, 1 an, 4 millions chaque. C'est juste pour atteindre le 4 minimum. Là, on est pas mal tous d'accord pour ça. Là. Mais c'est juste niveau valeur, je pense que j'avais pas le choix si ça comptait que des inclure là-dedans. Toi, Max, dans ton numéro 3. Personnellement, je sors un peu, je vais un peu dans le champ gauche, mais j'ai mis James Reimer à Détroit. 1 an, 1,5 million. Alex Nedeljkovic a signé pour sensiblement le même prix ailleurs. Je garde Nedeljkovic bien avant James Reimer qui passe sa carrière blessé ou inconstant. Je vois, tu sais, dans un marché comme Détroit où on veut atteindre les séries, c'est l'objectif premier, puis on essaie de bâtir l'équipe justement pour y arriver. Je vois pas ce que James Reimer apporte du tout à cette équipe-là. Moi, mon numéro 3, les gars, j'ai Justin Hall. Justin Hall, qui s'en va aux Red Wings à 3,4 millions. Henry en avait glissé un mot tantôt. C'est bizarre. Le gars, on a vu en série, il choke vraiment trop fort. Puis Steve Yzerman, il donne un contrat. C'est bizarre ce qui se trouve à Détroit en ce moment. Andy, ton numéro 2. Okay, ben là, c'est là que je parlais de surprise au début. Vous allez peut-être faire JT Comfort, pour moi, 5 ans. 5,1 millions pour un gars de 30 points à peu près, c'est cher. Je trouve ça vraiment cher. Je comprends que les agents libres, c'est tout le temps les joueurs sont presque toujours surpayés. Mais 5,1 pour un gars de 30 points aux Red Wings, moi je trouve ça cher. Fait que ça serait mon deuxième. OK. Toi, Henry? Moi, j'ai Alex Killorn, son 4 ans, 6,25 millions. Pour faire court, 33 ans, ça va à Naheim pour 4 ans, 6,25. C'est ça qui est ça. Toi, Max? Je vous ai menti au début du show. J'ai les Panthers. J'ai Nico Mikola qui signe en Floride. 3 ans, 2,5 millions. Tu gardes cet argent-là pour essayer de signer Gudas. Genre, c'est pour de vrai. Ils ont tellement fait de petites signatures inutiles, les Panthers, dans cette journée-là, qui pour moi sont une des grosses équipes perdantes avec possiblement les Wings dans cette journée de signature-là. Bon, ben Max, on s'est lu dans les pensées parce que moi aussi, j'ai Nico Mikola au 2e rang des pires signatures. Je savais pas c'était qui. J'ai aucune idée c'était qui. 2,5 par année. C'est un 7e défenseur qui joue aux Rangers cette année, qui s'est fait transiger, je sais plus trop où. Je pense que c'était aux Blues de Saint-Louis, je suis pas sûr.
Mais en tout cas, ça vaut vraiment pas ça, le cas Nico Nicolas. Et au numéro 1, Andy, de tes pires signatures, tu as? Là, vous allez sacrer. J'ai Ilya Sorokin. OK? Le gardien de but a seulement 2 saisons complètes dans la Ligue nationale. Seulement 2. Le gars vient de signer un contrat de 8 ans, 8,25 millions. Il va arriver à la fin de son contrat à 36 ans. Il arrive vieux. Le gars, il est bon, mais il est-tu vraiment prouvé pour avoir autant d'argent que ça puis autant longtemps? Je suis pas certain. En plus, les Islanders, en tout cas, pour moi, ils n'ont pas appris là, avec un Di Pietro qui est encore en train d'être payé. Pour vrai, moi, Ilya Sorokin, c'est beaucoup trop longtemps et beaucoup trop cher pour le moment. On va peut-être donner venir un aubaine, mais il n'y a rien de moins sûr pour moi dans ce cas-là. OK. Henri, toi, dans ton cas, ton numéro 1? Moi, je pense pas que c'est un mauvais joueur. Puis la durée est très courte, mais j'ai été avec Dimitri Orlov pour son 2 ans, 7,75 millions. Je suis très d'accord que c'est un très bon défenseur offensif, mais dans une équipe qu'on veut stacker au complet et tout, comme les Hurricanes, je pense que 7,75 millions pour un défenseur qui, pour moi, il n'est même pas top 2, c'est extrêmement trop payé. OK. Dans ton cas, à toi, Max? Moi, c'est Justin Hall, là. Personnellement. Je déteste ce défenseur-là. Puis désolé, Justin, si t'écoutes, mais c'est vraiment 3,4 millions. Je ne sais pas où Steve Yzerman a trouvé cette valeur-là dans ce joueur-là. Je connais beaucoup de fans des Leafs de Toronto qui sont tellement heureux qu'il soit parti. Tellement heureux. Puis qu'il n'est pas, tu sais. Honnêtement, je trouve que c'est. Pour Toronto, c'est le meilleur deal qui ne pouvait pas arriver parce qu'il est parti. Puis pour Détroit, c'est un des pires. Puis ils vont le regretter vite. Ils vont essayer de l'échanger au bout d'un an. Ben là, j'avoue que Justin Hall m'a fait regretter mon numéro 1, mais je vais le garder pareil. Alex Killorn, pour moi, est la pire signature. 4 ans, 6,25 millions. Qu'est-ce que tu fais là? Même logique que Ryan O'Reilly. Un gars qui chase ses coupes, t'es en fin de carrière. Tu t'en vas relaxer. Ben, relaxer, c'est un grand mot, là. Mais tu t'en vas dans un endroit où la pression est moins forte, sur le bord de la plage, dans une équipe. Oui, qu'il y a des jeunes, ça va être palpitant. Mais est-ce que ça vaut vraiment le 6,25 millions? J'en sais pas. Pour moi, Alex Killorn, en termes de durée et de valeur, ça fait en sorte que c'est peut-être la pire signature pour moi dans mon cas. Messieurs, maintenant, nos 5 meilleures signatures du marché des agents libres pour l'instant. Andy, ton numéro 5. Oui, ben écoute, je vais contredire Henri. Pour moi, c'est Dimitri Orlov. OK. Il est 2 ans seulement. Oui, il est cher, mais ça vient de stack la défensive. La Caroline, ils ont signé, tous les gars qui avaient signé sont signés. Puis Dimitri Orlov, écoutez-moi bien, là, l'hyper défensive pourrait donner Orlov, Burns, Brady Shea, Brett Pesci, Jacob Slavin et Chatfield. Honnêtement, ce top 6-là fait peur. Oui. Fait que j'ai vraiment hâte de voir du côté de la Caroline, mais pour moi, c'est un bon contrat, surtout que c'est 2 ans. Henri, ton numéro 5. Moi, j'ai Tristan Jarry à Pittsburgh, 5 ans, 5,38 pour Pittsburgh. Je pense qu'il a quand même prouvé que, bon, c'est sûr qu'on a eu des petites difficultés cette année à Pittsburgh dans l'ensemble de l'équipe. Mais pour un marché de gardiens, parce que des fois, on a des prix très hauts pour des performances qui sont inconstantes, je pense que c'est assez safe comme contrat. J'ai eu de la misère à trouver ma 5e meilleure aussi. Je suis plus confiant de mes 4 autres. Okay. Mais Jarry, il arrivait à mon 5e niveau, je trouve, valeur durée, puis fit avec l'équipe. Je sais qu'on a essayé d'aller chercher Gibson longtemps. Là, on a un petit peu moins cher que ce qu'on aurait payé pour Gibson de toute façon. Fait que je pense qu'on peut être content avec ça à Pittsburgh. OK. Max, ton numéro 5? Juste dire, moi, j'ai pas mis des gars qui avaient signé à la même place, mais tu sais, s'il y avait des gars qui avaient signé dans la même équipe, Jarry serait probablement là dans mon top. J'ai 2 petites mentions honorables que je dis sans nécessairement expliquer. J'ai Brian Dumoulin, 2 ans, 3,25, je crois, à Seattle. Et j'ai peut-être à la surprise générale, mais Ekman Larsson, 2,25 millions, 1 an. Bon essai en Floride, selon moi. On n'a pas nécessairement besoin d'un def offensif comme ça, mais je trouve que c'est un low risk, high reward. À 2,25, à Vancouver, il était à 8 millions. Kielks, là, fait qu'à 2,25, au pire, aller, il ne sera pas bon. Au pire. C'est ça. Mais ma 5e place, c'est Daniel Sprong, Détroit, 1 an, 2 millions.
Daniel Sprong a eu une excellente année avec le Kraken de Seattle. Enfin, un peu, on va dire, atteint le potentiel qu'il avait là, dans le junior. C'est un excellent joueur. J'adorais le voir jouer avec Charlottetown, entre autres. Pour vrai, pour moi, Daniel Sprong, pour un an, un contrat pont, un contrat d'essai. Puis écoutez, si ça marche puis que Détroit veut leur signer, selon moi, ça peut être un excellent joueur offensif. Moi, mon numéro 5, les gars, j'ai Max Domi à Toronto. Max Domi à Toronto, 1 an, 3 millions. Le gars amène quoi? Du grit. Il amène de l'énergie, de l'intensité. Je pense que Mathieu Tkachuk leur a fait mal en playoff avec ce type de mindset. Max Domi, sans nécessairement amener les 110 points qui viennent avec, est un joueur de ce style-là. Donc, moi, je pense que c'est une bonne signature pour les Maple Leafs de Toronto. Alors, numéro 4, Andy. Moi, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette signature, mais moi, j'ai mis Jonas Korpisalo à Ottawa pour seulement 4 millions. Ottawa, ils ont eu de la misère avec leur gardien de but dernièrement. Ils ont fait un essai, c'est Cam Talbot. Ça n'a pas fonctionné. Pour de vrai, je pense que Korpisalo peut donner quelque chose. Puis, j'ai hâte de voir ce qui se passe à Ottawa, mais ça s'en vient bien pour eux. OK. Henri? Moi, mon quatrième, j'ai mis Matt Duchesne, 1 an, 3 millions. Un peu un type comme Domi niveau contrat. Ben, la même affaire que Domi niveau contrat. Mais je pense que c'est l'expérience, c'est un bon talent. Je pense qu'il reste encore du bon hockey à l'intérieur. Il valait vraiment pas son 8 millions, ça, je suis très d'accord. Mais pour 3 millions, je pense pas qu'on court de gros risques, surtout pas pour un an à Dallas. Dans ton cas, à toi, Max? Je n'expliquerai pas, mais j'ai exactement la même chose que j'ai Matt Duchesne à Dallas, 1 an, 3 millions, pour les exactement mêmes raisons. Ouais, messieurs, à mon numéro 4, j'ai Miles Wood au Colorado. 6 ans, 2,5 millions, Colorado qui se grossit, gros bonhomme. Pas le plus gros coup de patin, mais c'est quelqu'un qui est capable de déranger. Colorado manquait de joueurs de ce style-là pendant les séries. 6 ans, peut-être un petit peu long, mais je suis quelqu'un qui aime bien Miles Wood, donc je suis peut-être un petit peu bias aussi. Mais j'aime la signature de Miles Bois au Colorado. Andy, ton numéro 3. Ben écoute, je pense qu'on va pas enchaîner vite sur notre prochaine sélection parce que j'ai Matt Duchesne également. Pour les mêmes raisons, je pense que Dallas vient de solidifier leur ligne de centre. Fait que ça va aller bien pour les séries. Henri, numéro 3. Oui, ma troisième signature, j'ai John Klingberg, 1 an, 4,15 millions. Parce que je pense que John Klingberg de cette année n'est pas des années-lumière de lui de l'année passée, qui, on se souvient, a signé pour 7 millions. Alors, je pense que c'est un bon petit discount que Toronto a pu se permettre, qui va vraiment aider côté droit de la défensive. On sait à quel point c'est difficile pour Toronto ces dernières années. Je pense qu'on vient vraiment ajouter un joueur clé pour la défensive qui va peut-être changer quelque chose d'important. Dans ton cas, à toi, mon Max, ton numéro 3. Moi, ça sort du champ gauche, mais j'ai Joe Drouin, Colorado. 1 an, 750 000. On parlait de low risk, high reward. Pourquoi pas? À ce prix-là, Jonathan Drouin ne valait pas l'argent que Montréal lui donnait. À 750 000, au pire, tu le laissais avec McKinnon au début de la saison. Puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Il ne te coûte rien sur ta masse. Je trouve que c'est un excellent bet du Colorado d'essayer de réunir ces deux gars-là ensemble pour peut-être essayer de refaire marcher Joe Drouin. Puis si ça fonctionne, puis qu'il retrouve un semblant de petite chimie qu'il y avait dans le junior, Colorado va en bénéficier. Moi, mon numéro 3, les gars, trêve d'explication, j'ai Matt Duchesne. Matt Duchesne est ma troisième meilleure signature. Ton numéro 2, Andy? T'en as parlé plus tôt, c'est Miles Bois. Ce gars-là, moi aussi, je l'adore. Fait que c'est ça, au Colorado, ça va être super pour leur troisième trio, puis ça leur rajoute quelque chose. Ça va brasser aussi avec Ross Colton, entre autres. Henri? Mon numéro 2, j'ai Frédéric Anderson qui a re-signé en Caroline. 2 ans, 3,4 millions. Je pense qu'on vient vraiment couper de la masse salariale qu'il prenait. Puis je pense que pour 3,4 millions, on peut être très content des services que Frédéric Anderson peut nous rendre. Oui. Je pense que ça nous a permis de se lousser peut-être un peu trop pour Orlov, dans mon cas à moi. Mais ça nous donne un petit peu plus d'espace pour bâtir une équipe très solide. Max, dans ton cas? Personnellement, j'y étais avec Ryan Graves, Pittsburgh. 6 ans, 4,5. Ryan Graves, c'est un des bons défenseurs défensifs dans la Ligue nationale actuellement. Je trouve qu'il n'a pas eu assez de crédit durant sa carrière. Il a fait une excellente job au New Jersey, entre autres. Début de carrière au Colorado, si je ne me trompe pas aussi, où il a été super bon. Toujours d'excellents plus-moins, toujours des bonnes stats défensives.
Pittsburgh, avec la perte du Moulin, avait besoin d'un gars de même. Puis je pense que c'est ce gars-là. Pour vrai, si c'est l'expression que je peux utiliser, là, c'est ce gars-là que ça prenait à Pittsburgh pour donner la chance à Crosby de peut-être être capable d'avoir sa last dance à lui. Oui, messieurs, au numéro 2, ben, j'ai Dmitri Orlov. J'ai Orlov. 7,75 millions, oui, c'est peut-être un petit peu cher, mais il amène tellement de la solidité dans la défense des Hurricanes. Il va amener de l'offensive. Les Hurricanes avaient besoin d'attaque en série. Ça n'a pas fonctionné. Orlov va arriver, va amener ça. Oui, il a fallu payer, mais il a fallu payer cher pour l'enlever dans sa tête de retourner à la maison à Washington. Donc, selon moi, le prix est dû. C'est juste pour 2 ans en plus. Donc, c'est pas comme si c'était un gros contrat de 8 ans. Moi, j'adore ce contrat-là. J'adore ce qu'Orlov va amener aux Hurricanes. Donc, pour moi, Orlov est numéro 2. Alors, Andy, ton numéro 1 de ce top 5 est... Oui, ben, j'ai un certain Connor Sherry, 3 ans, 2 millions avec Tampa Bay. Okay, honnêtement, très bon contrat. Puis ça vient encore une fois de donner de l'aide à Tampa Bay. Tampa Bay vole toujours quelqu'un maintenant. Puis là, pour moi, c'est Connor Sherry. Connor Sherry va surprendre à Tampa Bay. Il y a eu quelques aides avec un certain Sidney Crosby sur sa même ligue à Pittsburgh, mais quand même, je pense que Sherry va faire du bon travail à Tampa Bay, surtout pour 2 millions. OK. Henry, ton numéro 1. Moi, j'ai Blake Wheeler, 1 an, 800 000 à New York. On a signé Blake Wheeler à 800 000 pour son 55 points cette année. Je pense que c'est un très bon rendement pour ce qu'il peut potentiellement faire à New York. Il va être bien entouré. Je pense pas qu'il va décevoir pour son prix. Puis un peu comme Maxime disait avec Drouin, c'est le genre de joueur qu'on paye pas cher qui peut nous avoir de très très bons résultats pour son prix. Toi, Max, ton numéro 1? Je regrette Wheeler, j'ai vraiment pas pensé. Mais moi, mon choix, c'est plus par le fit avec l'équipe. On en a parlé ensemble quand c'est arrivé. Eric Johnson. Oui. Eric Johnson qui signe à Buffalo. 1 an, 3,25. C'est pas cher payé. Puis ce gars-là, il apporte tout ce que la défensive des Sabres avait besoin, c'est-à-dire de l'expérience, de la solidité, du grit, des bonnes mises en échec. Il va permettre aux gars comme Power, aux gars comme Dallin, qui sont encore extrêmement jeunes malgré leur bonne performance l'année passée, de bien se développer. Puis il va combler une place qu'il y avait dans l'alignement à Buffalo, que justement, il n'y avait pas. Le défenseur le plus physique de Buffalo, c'était Ilya Lyubushkin, qui n'est pas nécessairement ce que tu veux comme gros défenseur de grit. Pour moi, Eric Johnson, si ça peut se transformer en une signature à plus long terme par après, je trouve que c'est genre le deal des agents libres. Et pour moi, ben, mon numéro 1, je rejoins Henry, c'est Blake Wheeler. 1 an, 825 000 pour Blake Wheeler, un marqueur de 55 points, il va t'amener du physique, de la toughness, de l'expérience, du leadership dans le vestiaire, même si on sait que c'est peut-être pas le meilleur leader, avec tout ce qui est sorti pour Patrick Laine, un capitaine reste un capitaine. Fait que j'adore cette signature-là, qui est tellement un vol, dans le cas de Blake Wheeler, malgré ses 35 bougies. Et aussi, il rejoint Jacob Trouba, là, avec qui il a joué à Winnipeg, qui devient son capitaine. C'est un peu drôle. Ouais, c'est quand même un peu drôle, c'est vrai. Mais messieurs, regardez le temps presse. Il n'y aura pas de mini-jeu, malheureusement. On peut le faire après cet enregistrement, si vous voulez. Mais on n'aura pas de débat entre nous, du moins, en enregistrement. C'est peut-être la raison pourquoi on pourrait en faire un petit dernier. C'est à voir. Mais pour l'instant, celle-là, c'est bel et bien le dernier podcast de la Notif des sportifs pour la saison 1 de son existence sur le projet à la coupe. J'espère que vous avez aimé le produit que je vous ai fourni, que vous avez aimé mes collaborateurs. Je salue entre autres Ced Crosto qui est venu, Oli Lecourt, il travaille en ce moment, il fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir être là. Étienne Morin qui est venu, qui est un des artisans de la première Notif des sportifs, il est juste venu une fois. Mais il était passé en échange étudiant en Corée, donc il ne pouvait pas être là plus souvent. Henry qui est là, qui était le nouvel arrivé de la saison. D'ailleurs, Henry, tu as très bien fait. Je te remercie. Puis sans compter tous les collaborateurs à la coupe que j'ai eu, que ce soit Gabriel Saint-Pierre, Andy Saucier, Max C, Sam Laberge, Yves Lantier, P.O. Normand, Anto Saint-Amand et Guillaume Dalpé. Je vous remercie 1000 fois. Je remercie Anto Cyr de m'avoir fait appel pour m'avoir donné cette émission avec À la Coupe. Ça fut un plaisir. Et je serai de retour pour la saison 3 de À la Coupe. La Notif sera de retour. Messieurs, comment vous avez aimé ce show?
Correct. OK. Merci, Andy. Très apprécié. Tu reviendras plus. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, les gars. Puis d'être sur la natif, c'est toujours un plaisir. J'ai toujours du fun. Fait que n'importe quand. Toi, Max, comment as-tu aimé la notif malgré tes seulement 2 apparitions? Ouais, deuxième fois que j'étais là, j'étais venu pour les séries, jaser un petit peu des Panthers. Ouais, c'était. Non, j'adore ça, c'est le fun. Ça nous permet d'échanger. On voit qu'on a qu'on voit la game complètement différemment. Là, on a avec nos pics, il y a de contrats, entre autres. Là, mais c'est justement, là, je trouve que c'est nice. Puis ça nous fait découvrir d'autres visions puis d'autres personnes qui ont la même passion que nous, c'est-à-dire le hockey et tout ce qui est autour. Hein. Ben écoutez, messieurs, c'était la dernière. J'espère que vous avez bien aimé ça. On se revoit quand la saison 3 va recommencer. Alors, en mon nom personnel, Loïc Sarès, de Danny Saucier, de Maxime Sey, de Henri et de tous les autres qui ont contribué aux émissions de l'Additif des sportifs, on se dit au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à appuyer cette petite cloche si vous avez aimé le contenu et à débattre dans les commentaires avec toute gentillesse, bien évidemment. C'était Loïc Salvaille. On se revoit quand la saison 3 recommence. Salut tout le monde.